Alors, ne rien oublier dans l'infarctus, donc c'est, comme je l'ai dit, un très vaste sujet. Je pense que le plus important, la question la plus importante, c'est le temps. Et donc, c'est une course contre la montre, il ne faut pas l'oublier. Vous connaissez tous cette diapositive de Gersh qui montre qu'il faut absolument raccourcir le délai entre le premier contact et la reperfusion. Et vous voyez que au-delà de la 4e heure, eh bien, le bénéfice en termes de mortalité s'amenuise. Il continue à exister, mais il est très faible. Donc il faut absolument que le patient soit reperfusé le plus tôt possible, et déjà l'héparine, la double antiagréation plaquettaire, va permettre de réouvrir l'artère dans un certain nombre de cas. Donc il faut que ça soit démarré dès le premier contact physique avec le SAMU. Bien sûr, discuter la thrombolyse lorsque le délai entre le premier contact et l'angioplastie dépasse 2 heures. Supprimer les intermédiaires et notamment éviter, abolir même l'admission directe, enfin le passage par l'USIC avant d'aller en salle de cathé. Deuxième point très important, c'est évaluer le patient à l'arrivée en salle de cathé. Et normalement, il arrive directement en salle de cathé. Notamment les antécédents, est-ce que le patient a été stenté, est-ce qu'il est allergique, est-ce qu'il a eu des pontages, est-ce que l'IDM est inaugural ou bien est-ce qu'il a déjà eu mal il y a 2 jours et puis il revient avec une douleur, une deuxième douleur. La situation clinique et notamment évaluer les signes débutants d'un choc. Notamment, vous regardez les genoux du patient, c'est la première chose que je fais après avoir parlé avec le patient. Analyser l'électrocardiogramme et pas seulement en 10 secondes parce qu'on a des choses très intéressantes à voir sur la localisation de l'infarctus et même sur des complications éventuelles. Et puis l'examen clinique, bien sûr. Est-ce qu'on va pouvoir passer en radial? Est-ce qu'on a un bon pouls fémoral? Est-ce qu'il y a un souffle? Et vous savez qu'il peut y avoir des complications très graves, des crépitants, etc. Et bien sûr, donc au moindre doute, ne pas hésiter à faire une échographie pour dépister un problème grave comme une rupture en péricarde cloisonnée, un infarctus, une dissection, une CIV. Troisième point, privilégier la voie radiale. Je ne vais pas faire l'éloge de la voie radiale, vous connaissez tous ces données qui montrent la réduction du saignement, y compris du saignement majeur, mais aussi la réduction de la mortalité de façon très significative. Vous voyez, 27% de réduction de mortalité si on prend toutes les études sur la phase aiguë de l'infarctus. Mais bien sûr, ne pas oublier que la radiale n'est pas toujours facile, comme dans ce cas-là, ou dans ce cas-là. Et donc, dans certains cas, il faut utiliser la voie fémorale. Mais pas s'acharner à faire une voie radiale. Ne pas oublier de bien faire la choro, et je pense que ça aussi c'est très important. Le Risordan, on va voir un exemple, pour éliminer un spasme, apprécier la taille du vaisseau pour ne pas se tromper sur la taille du stent qu'on va utiliser. Voici un exemple d'une femme de 42 ans, infarctus antérieur à H2. Elle a comme seul facteur de risque un tabagisme. On fait du Risordan. Et il n'y a plus de lésion. Donc c'était un spasme. Je pense que dans certains cas, ces patients ont pu avoir un stent sur un spasme. Deuxième point pour la choro, donc il faut absolument évaluer l'ensemble des lésions à gauche et à droite. Et moi, je commence toujours par la gauche, quelle que soit la taille de l'infarctus, parce que j'ai envie de savoir s'il n'y a pas une lésion du tronc. Est-ce qu'il y a des calcifications? Est-ce qu'on ne confond pas une calcification avec une thrombose? Dégager les bifurcations, et notamment s'il manque une branche. Les collatérales, pour savoir d'où vient l'infarctus aigu. Identifier la lésion coupable, et parfois la ventriculographie peut aider, ou l'échographie. Identifier un hématome ou une dissection. Et puis lorsque la choro est normale, il faut vraiment revoir le film, chercher la lésion, chercher la branche manquante ou l'embolisation distale qu'on a loupée. Voici l'exemple d'un patient, un phase aiguë d'infarctus, H2, arrêt cardiaque récupéré. La gauche est très malade et vous voyez la droite qui retrouve cette lésion. Je pense que la plupart d'entre vous vont reconnaître qu'il s'agit de calcification sévère et non pas de thrombus. Et dans ce cas-là, vous voyez que l'impossibilité d'amener un ballon de 2 mm, vous voyez, on est juste dans
dans la partie initiale de la lésion, avec une empreinte qui ne lâche pas. Et il a fait utiliser un ballon de 1,5 pour être capable de franchir cette lésion. Femme de 46 ans, infarctus à H2, seul facteur de risque, un tabagisme. Si je vous dis que cette femme est au 7e traitement hormonal pour une FIV et qu'elle habite Clermont-Ferrand, je pense que vous faites tous le diagnostic. Mais voilà, on a loupé beaucoup d'hématomes à la phase aiguë d'infarctus. Donc il ne faut pas l'oublier. Ne pas oublier de bien faire l'angioplastie, évidemment. Donc bien choisir le cathéter guide, donc prendre le temps d'analyser votre coraux pour avoir le support optimal, parce que parfois on a des mauvaises surprises et on s'acharne à utiliser le même cathéter guide alors qu'on a besoin d'un bon support. Quelle est la taille du vaisseau? Est-ce qu'il faut mieux passer en 6F ou en 7F si on a besoin de faire une thrombectomie? Évaluer l'aspect de la lésion après le passage du guide. Donc s'il reste du thrombus, eh bien, je pense que la thrombectomie reste d'actualité. Est-ce qu'on va pouvoir faire un stenting direct et donc anticiper sur la taille du stent pour éviter de post-dilater? Alors si je vous parle de pas post-dilater, c'est qu'on a une vieille étude, mais qui pour moi est toujours d'actualité, qui a été complètement oubliée. 2002, Christophe Loubert, donc c'était l'ICPS, et vous voyez qu'en fait, on a randomisé stenting direct versus prédilatation. Vous voyez que les événements slow flow, no reflow, embolisation distale sont nettement réduits lorsqu'on fait du stenting direct par rapport à une prédilatation qui déjà entraîne un nombre d'événements angiographiques très important, et puis la post-dilatation, vous voyez en vert, qui entraîne un nombre d'événements importants. Alors la thrombectomie, elle est quasiment abandonnée, en tout cas pour certains centres. Pourtant, vous voyez, les méta-analyses sont plutôt positives, et puis les études qu'on fait abandonner la thrombolyse, elles sont neutres ou légèrement positives. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que les recommandations nous disent que la thrombectomie en routine n'est pas recommandée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser lorsqu'on a un gros thrombus. Voilà un exemple d'un patient. Vous voyez une lésion très très serrée, phase aiguë d'infarctus inférieur, H3. Voilà, on a utilisé la thrombectomie. Voilà l'aspect après thrombectomie. Donc on a nettoyé le vaisseau. Maintenant, on connaît exactement la taille de ce vaisseau qu'on aurait sous-évalué si on n'avait pas fait la thrombectomie. On sait exactement la longueur du stent qu'il va falloir utiliser. Et donc là, on sait qu'on va utiliser un stent de 4 mm pour traiter cette lésion sans prédilater et sans post-dilater. Parfois, on va avoir besoin de techniques CTO dans les infarctus. Voilà un exemple il y a 15 jours à Massy, où vous voyez... Voilà, vous voyez cette lésion de la circonflexe distale sur un infarctus inférolatéral à H3, une coronaire droite dominée, et en fait, impossible de passer le guide dans cette lésion. On a peut-être une petite dissection ici. Et donc, j'ai utilisé un microcathéter que j'ai amené jusqu'à la lésion, puis un fielder XT, puis avancer le microcathéter, vérifier la taille du vaisseau en aval, et donc, du coup, on a pu faire après thrombectomie, un stenting direct, sans prédilater, sans post-dilater, avec ce résultat. Parfois, le MIMI peut être une option intéressante, et donc il ne faut pas l'oublier, hein, lorsqu'on a une charge thrombotique très importante, il ne faut pas hésiter à faire de faire technique MIMI et reprendre le patient 24 ou 48 heures après. Et puis le dernier point pour moi, c'est la contrepulsion, qui là aussi a été quasiment abandonnée. À tort à mon avis, vous voyez une méta-analyse relativement récente qui montre qu'à long terme il y a un bénéfice, et vous voyez aussi que les études, notamment l'étude IABP Choc qui a fait abandonner la contrepulsion est neutre, elle n'est pas négative, et depuis peu il y a une résurgence de la thrombectomie. Vous voyez, c'est un éditorial de Tyler et Henry qui se pose la question, est-ce qu'il faut le faire jamais, toujours, ou chez le bon patient? Et voilà la question importante. Alors vous avez une étude qui est passée un peu inaperçue, qui s'appelle Sam Purfy, l'étude hollandaise, qui est une étude pilote pour une étude plus importante. Et vous voyez que chez ces patients étaient randomisés, infarctus entre H2 et H8, avec donc des infarctus étendus, somme ST supérieure à 15 mm, avec une résolution ST inférieure à 50, donc mauvaise résolution du segment ST. Ils ont été randomisés pour la contrepulsion versus pas de contrepulsion. Et vous voyez une différence très importante
en termes d'événements, qui sont décès, besoin d'une assistance ou réadmission pour insuffisance cardiaque, donc des événements durs. Bien sûr, le faible effectif fait qu'on a un P très, très faible, enfin non significatif, mais il va y avoir une grosse étude, je pense, qui va résoudre la question. Et puis, ça avait déjà été trouvé dans l'étude CRISP-PMI, lorsqu'on regarde le sous-groupe de patients qui ont un infarctus étendu et une résolution de ST inférieure à 50%, eh bien, il y a une différence significative en faveur de la contrepulsion versus le contrôle. Et puis, c'est vraiment impressionnant, hein, la différence. Alors, bien sûr, il y a très peu de patients dans ce sous-groupe, mais c'est sûrement une très bonne indication de contrepulsion. Alors, quand ne pas oublier la contrepulsion, eh bien, je pense que les patients en pré-choc ou en choc débutant devraient avoir une contrepulsion. Quand il y a un infarctus étendu et qu'on n'a pas une résolution du segment ST significative, lorsqu'on a une atteinte multivaisseau critique et une revascularisation incomplète, j'imagine un patient, infarctus inférieur, occlusion de droite, et qui a donc un tronc commun serré, par exemple. Donc finalement, pour conclure, il ne faut pas oublier de raccourcir les délais, c'est augmenter la survie. L'interrogatoire, l'examen du patient et de l'ECG peuvent dépister un loup à l'arrivée du patient, donc il ne faut pas hésiter à faire une échographie lorsqu'il y a un doute. Prendre le temps d'analyser les lésions à gauche et à droite. Excusez-moi pour le bug. Bien choisir son cathéter guide dès le départ. Faire de la thrombectomie, bien sûr pas en routine, mais lorsqu'on en a besoin. Et puis ne pas oublier que l'ACP peut être utile pour nos patients. Je vous remercie pour votre attention.